Molière, l'avare, résumé, analyse, lecture audio. Présentation. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est un comédien et dramaturge français qui s'associe avec une dizaine de camarades pour former la troupe de l'illustre théâtre. L'œuvre de Molière, une trentaine de comédies en vers ou en prose, accompagnées ou non d'entrées de ballet et de musique, reste l'une des références de la littérature universelle. L'avare, de son titre complet, L'avare ou l'école du mensonge, est une comédie de caractère en 5 actes et en prose, adaptée de La Marmite au Lullaria de Plaute. Le personnage principal est Harpagon, caractérisé par son avarice caricaturale. Il tente de marier sa fille de force en protégeant obstinément une cassette pleine d'or. L'avare est représenté pour la première fois sur la scène du Palais Royal. Résumé. Acte 1 à Paris dans la maison d'Harpagon. Harpagon est un bourgeois riche et avare qui a dissimulé dans le jardin une cassette qui renferme 10 000 écus d'or. Il a peur qu'on la découvre et qu'on lui la vole. Sa fille Élise est amoureuse de Valère, un fils de noble au service de son père. Son fils Cléante, qui ne supporte pas l'avarice de son père, souhaite épouser Marianne, une jeune femme sans fortune. Harpagon est suspicieux et se méfie de tout le monde, même de ses enfants. Finalement, il dévoile ses intentions. Il va épouser Marianne. Élise est promise à Anselme, un vieillard, et Cléante est destinée à une veuve. La jeune fille refuse énergiquement, mais Valère est rusé et prend Harpagon pour la ruse dans un filet invisible. Acte 2. Cléante a besoin de 15 000 francs. La Flèche, son valet, se charge de lui trouver un prêteur, mais il finit par découvrir que l'usurier n'est autre que son père. Frosine est une intrigante qui persuade Harpagon que Marianne, une personne pauvre qui ignore les dépenses, est une femme qui préfère les hommes âgés et donc elle serait disposée à se marier avec lui. Acte 3. La signature du contrat de mariage. Harpagon invite Marianne à dîner mais sermonne Maître Jacques pour que les dépenses soient limitées. Le cuisinier proteste, mais Valère aussi prône l'économie. Par cela, Maître Jacques reçoit des coups de bâton et songe à se venger. Frosine introduit Marianne dans la maison. Elle est nerveuse de rencontrer son futur époux et dégoûtée par son physique. Cléante arrive et reconnaît dans le jeune homme l'objet de ses pensées. Dans une conversation entre les amoureux, ils s'avouent leurs sentiments réciproques. Cléante retire une bague de grande valeur du doigt de son père et l'offre à celle qu'il aime en son nom propre. Acte 4. Les deux jeunes amoureux. Harpagon surprend son fils en train de baisser la main de Marianne. Il veut sonder son fils et connaître ses espoirs. Pour cela, il prétend avoir changé ses projets et renoncé au mariage. Le fils est naïf et parle à son père de son amour pour la jeune fille et son désir de l'épouser. Harpagon est furieux. Maître Jacques intervient pour les séparer et leur fait croire à chacun que l'autre a abandonné la partie, mais la réconciliation est de courte durée. La Flèche arrive avec la cassette de 10 000 écus d'or qu'il a lui-même dérobé. Harpagon promet de trouver le coupable et de le châtier. Acte 5. Harpagon et sa cassette. Harpagon demande un commissaire de police pour enquêter le vol de la cassette. Maître Jacques désigne Valère qui arrive à ce moment. Pensant que ses sentiments pour Élise sont connus, il admet qu'elle est secrètement sa fiancée. Harpagon comprend avec retard et la fureur le reprend. Anselme, qui doit épouser Élise, entre en scène alors que Valère a commencé le récit de son histoire.
Il comprend que Valère et Marianne sont ses enfants, qu'il croyait périr dans un naufrage il y a fort longtemps. Valère épouse Élise, Cléante épouse Marianne et Harpagon accepte leur mariage, mais Anselme paye tout. Harpagon reste avec sa cassette. Analyse. Harpagon, père de Cléante et d'Élise et amoureux de Marianne, est le personnage principal. La comédie traite sous une forme burlesque de sujets au premier abord guère amusants. L'avarice et la tyrannie domestique, l'égoïsme et le sexisme. Harpagon est veuf et il pense pouvoir s'acheter une douceur conjugale pour ses vieux jours. Il est un noble qui a une vie sordide et compte marier sa fille au seigneur Anselme, noble et gentilhomme. Il a aussi la profession d'usurier, mais en secret, puisque c'est incompatible avec son rang. Ses projets sont ruinés et la seule consolation qui lui reste est enfermée dans une cassette. Les personnages sont Harpagon, père de Cléante et d'Élise et amoureux de Marianne. Cléante, fils d'Harpagon, amante de Marianne. Élise, fille d'Harpagon, amante de Valère. Valère, fils d'Anselme et amant d'Élise. Marianne, amante de Cléante et aimée d'Harpagon. Anselme, père de Valère et de Marianne. Frosine, femme d'intrigue. Maître Simon, courtier. Maître Jacques, cuisinier et cocher d'Harpagon. La Flèche, valet de Cléante. Dame Claude, servante d'Harpagon. Brindavoine et la Merluche sont les laquais d'Harpagon. Un commissaire et son clerc. Citation célèbre. Harpagon. Sando. C'est la réplique qu'Harpagon répète de façon comique. Comme ça, il veut désamorcer tous les arguments de Valère contre le mariage d'Élise, qui n'aime pas son futur mari, mais l'épousera sans qu'Harpagon doive fournir de dot. Quand il y a à manger pour lui, il y en a bien pour 10. Acte 3, scène première. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Acte 3, scène 5. Et là, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'est la paroxysme de la tirade d'Harpagon lorsqu'il s'aperçoit que sa cassette pleine d'or a disparu. Le monologue est étroitement emprunté à celui de la marmite de plomb. La Flèche. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Acte 1, scène 3. Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Devenu un proverbe. Élise. Tous les hommes sont semblables par les paroles, et ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Acte 1er, scène 1. Lecture audio. Maître Jacques. Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement qu'on se moque partout de vous, qu'on nous jette de tous côtés sans brocard à votre sujet, et que l'on n'est point plus ravi que de vous tenir au cul et aux choses et de faire sans cesse des comptes de votre lésine. L'un dit que vous faites imprimer des almanachs particuliers où vous faites doubler les 4 temps et les vigiles afin de profiter des jeunes où vous obligez votre monde. L'autre, que vous avez toujours une querelle toute prête à faire à vos valets dans le temps des étrennes ou de leur sortie avec vous, pour vous trouver une raison de ne leur donner rien. Celui-là compte qu'une fois vous assigniez le chat d'un de vos voisins pour vous avoir mangé un reste d'un gigot de mouton.
celui-ci que l'on vous surprit une nuit en venant dérober vous-même la voile de vos chevaux, et que votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne voulûtes rien dire. Enfin, voulez-vous que je vous dise, on ne sera allé nulle part où l'on ne vous entende accommoder de toutes pièces. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde, et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain et de fesmatif. Acte 3e, scène 5. Harpagon, seul, criant au voleur de le jardin et venant sans chapeau. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferai-je pour le trouver? Où courir ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête, à lui-même, se prenant par le bras. Rends-moi mon argent, coquin. Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Et là, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Ça n'est fait, je n'en puis plus. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. N'a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il l'a pris? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure. Et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons, je vais aller guérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Que de gens assemblés! Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons et tout me semble mon voleur. Et de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite! Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gens, des potences et des bourreaux. Je vais faire prendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me prendrai moi-même après. Acte 4e, scène 7.